Depuis le 28 juillet dernier, le Venezuela connaît une crise politique sans précédent suite à la réélection de Nicolás Maduro en fonction depuis 2013. Ce n'est pas la première crise post-électorale puisque le pays en avait déjà connu une entre 2019 et 2022 avec l'élection présidentielle qui opposait déjà Nicolás Maduro et Juan Guaidó, alors président de l'Assemblée nationale. Si la communauté internationale avait soutenu Juan Guaidó, Nicolás Maduro avait néanmoins réussi à conserver le pouvoir grâce au soutien de l'armée. C'est à la suite de ces deux crises post-électorales que je me suis dit qu'il était intéressant de faire une vidéo complète sur le Venezuela. Dans cette vidéo, tu trouveras des interventions de chercheuses et de chercheurs qui te permettront d'avoir des clés de compréhension sur la situation politique que connaît aujourd'hui le Venezuela. Un pays qui fut l'un des plus riches et les plus prospères il y a encore un demi-siècle et qui aujourd'hui connaît une grave crise économique, mais aussi un tournant autoritaire et clientéliste avec le régime de Nicolás Maduro. J'espère que cela va t'aider. Bonne écoute à toi. Venezuela, c'est un pays d'Amérique latine situé au nord entre la Guyana, le Brésil et la Colombie. Et là, je pense qu'il est important de souligner l'importance historique et économique de ce pays pour le continent sud-américain. Historique d'abord parce qu'il a été fondé par Simón Bolívar, l'une des figures les plus emblématiques d'Amérique latine. Une figure majeure de l'indépendance du Venezuela en 1811. Mais son implication dans l'indépendance face à la couronne espagnole s'est suivie d'une participation aussi cruciale dans l'indépendance d'autres pays d'Amérique latine, comme la Bolivie, la Colombie ou encore le Panama. Ce n'est donc vraiment pas pour rien que la Bolivie se nomme ainsi, ou encore que le Venezuela est souvent désigné République bolivarienne du Venezuela. Mais le Venezuela n'est pas seulement un pays influent sur le plan historique, il est aussi sur le plan économique grâce notamment à d'importantes réserves de matières premières, comme le gaz, mais surtout de pétrole. Le Venezuela est le pays qui en dispose le plus au monde. Considéré comme le pays le plus riche d'Amérique latine grâce à ses revenus du pétrole, le Venezuela mènerait au fil du XXe siècle un certain nombre de politiques sociales ainsi que des investissements majeurs dans son économie. Dès la fin de la dictature militaire dans les années 50, les gouvernements sociaux-démocrates successifs vont avoir une politique interventionniste en nationalisant le pétrole, en investissant dans les services publics et en donnant davantage de pouvoir aux syndicats et aux travailleurs. C'est ce que nous explique Fabrice Andréani, doctorant en sciences politiques. Une espèce de pacte social plutôt de centre, situé plutôt au centre-gauche, avec grâce au boom pétrolier, à la développement de l'industrie pétrolière qui avait déjà commencé dans les 40 années précédentes mais qui continue en démocratie, donc dans les années 60 et ensuite le gros boom des années 70, donc a développé un espèce d'état-providence avec des services publics assez forts, une éducation publique de qualité, des services de santé. Toutefois, en 1979, alors que la Réserve fédérale américaine décide d'augmenter le taux d'intérêt et que la charge de la dette souscrite par le Venezuela devient plus importante, le pays connaît une chute des prix du pétrole et donc une baisse de ses revenus. Une baisse sans précédent qui conduit le pays dans une grande impasse économique ainsi qu'à la fin du modèle politique proposé par les sociaux-démocrates depuis la fin de la dictature militaire. Tout ça se dégrade à partir de ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier, le revers du boom en fait, fin années 70, début années 80, avec crise de la dette. Et donc là, il y a une paupérisation à la fois des classes moyennes et populaires, une montée de la grogne sociale, une reprise de certains mouvements de guérilla à la fois ruraux et donc plutôt maoïstes et urbains. Dans les années 1980, le pays connaît une percée de l'inflation, de la précarité et des inégalités. Une percée qui amènera le président Carlos Andrés Pérez à mettre en œuvre un programme d'austérité économique connu sous le nom de Paquetazo. Ce programme, inspiré par le Fonds monétaire international, le FMI, comprenait la réduction des subventions publiques, mais aussi la libéralisation des prix, la privatisation des entreprises d'État et la dévaluation de la monnaie. Comme souvent ça arrive dans ces situations de boom pétrolier, il y a beaucoup d'investissements qui sont pas forcément contrôlés. Il y a une corruption qui est très très forte, comme dans tous les pétro-États. Et l'un dans l'autre, effectivement, le pays subit les effets du contre-choc dans les années 80. Lui se fait réélire en 88 avec une promesse un peu de retour à l'âge d'or. Mais la première chose qu'il fait, donc quand il prend possession de son mandat en 89, c'est qu'il adopte un plan de rigueur. Donc on peut qualifier grosso modo néolibéral, qui est inspiré en fait des recettes du Fonds monétaire international, avec au départ surtout une augmentation du prix du transport parce qu'il y a une réduction drastique des subventions à l'essence. Et donc là, il y a des émeutes en fait, une révolte même au niveau national à Caracas, mais pas seulement, dans toutes les villes du pays, qui éclate. Le
le 27 février 89. Ce basculement aux accents néolibéral va empirer la situation, provoquer une flambée des prix des biens de première nécessité et déclencher une vague massive de protestations et d'émeutes à Caracas en février 1989 et qu'on va surnommer Caracasso. Dans un tel contexte de mécontentement et de répression violente, le pays va connaître 2 tentatives de coup d'État, dont une portée par le militaire Hugo Chavez. Ça va être un peu le déclencheur pour que le mouvement clandestin, donc militaire et à la fois civil, avec des liens dans le civil, de Chavez, qui complote dans l'armée, à l'instar de pas mal d'autres loges militaires nationalistes. Il y a une tradition de loges militaires dans l'armée au Venezuela qui est très forte. En fait, ce mouvement, du coup, va sortir du bois, donc en 1992, avec sa tentative de coup raté. Il y aura un solde quand même d'une 50aine de morts, mais Chavez va néanmoins prendre la parole à la télévision 2 minutes pour appeler ses frères d'armes qui sont dans d'autres villes, en fait, de garnison et tout, à lâcher les armes parce que lui n'a pas réussi à Caracas à prendre d'assaut le palais présidentiel. Et donc, en fait, là où il obtient une reconnaissance populaire, c'est vraiment aussi, on dit, le fait d'avoir accepté la responsabilité, en fait, de ce mouvement. Malgré cette tentative de coup d'État avortée, le pays traverse tout le long des années 90 une situation économique désastreuse, sous fond de corruption. Une corruption qui frustre la population et qui amènera à l'arrivée au pouvoir, et cette fois portée par les urnes, d'Hugo Chavez. Capitalisant sur le mécontentement populaire face aux partis traditionnels, Chavez promet une révolution bolivarienne qui nationalise un certain nombre de secteurs stratégiques de l'économie et finance un certain nombre de programmes sociaux, dans l'éducation et la santé notamment. C'est durant sa présidence que les inégalités vont se réduire et que la proportion de Vénézuéliens vivant sous le seuil de pauvreté va se rétracter. Ainsi, le taux de pauvreté a été diminué de moitié, de 54% des ménages en 2003 à 26% en 2008. Un bilan positif qu'il faut cependant nuancer selon l'économiste Arnoldo Pirella. Bueno, lo que ocurre es que en el momento en que llega Chávez, y eso en parte explica su llegada, es que los precios del petróleo, los precios internacionales del petróleo tenían varios años muy bajos. Tenían casi 8 años de precios muy bajos del petróleo y la economía venezolana había entrado en dificultades, había crisis económica, producto de la caída de los precios del petróleo. Y con la llegada de Chávez, por casualidad, se inicia el ciclo, 2 años después de la llegada de Chávez, se inicia el ciclo de desarrollo de China, donde la demanda mundial del petróleo aumenta muchísimo y los precios del petróleo empiezan a subir. Es decir, Chávez disfruta del más largo periodo de precios altos del petróleo de la historia de la industria petrolera. 14 años seguidos de precios petroleros muy altos. Y con eso construye una organización económica y una organización política donde el Estado termina de estatizar el resto de la economía que quedaba. En fait, le pétrole c'est une lame à double tranchant. Quand le prix du baril était fort, il a permis au gouvernement d'Hugo Chavez de poursuivre une politique sociale et une redistribution des richesses. Mais revu à la baisse, il a conduit le pays dans une impasse économique importante. Une impasse qui se renforce aussi par la diversification faible de l'économie et le manque de débouchés économiques. De hecho, había una diversificación de la economía, no muy alta, relativamente baja. Había una siderúrgica importante, producción de aluminio, una cierta capacidad de producción agrícola en los sectores en que Venezuela tiene ventajas para producir, como caña de azúcar, ron, chocolate, cacao, café, etc. Pero con la llegada de Chávez, todo se concentró en el petróleo. O sea, la decisión de Chávez en el poder fue hacer de la economía venezolana una economía casi 100% pétrolière. Un autre problème de la politique de Chavez a été le sous-investissement dans les infrastructures qui aurait permis une meilleure exploitation du pétrole disponible et de capter une plus forte valeur ajoutée. La forte dégradation de son matériel d'exploitation, ainsi que le manque d'investissement, la capacité d'exploiter une partie du pétrole disponible car composé de sable bitumineux ou de pétrole lourd, sont autant de facteurs qui vont amener au balbutiement puis à la déliquescence de l'économie vénézuélienne. Chávez, cuando se muere Chávez y Maduro toma el poder, la economía está en situación muy mala. Y ocurre en 2014, el año siguiente
la muerte de Chávez la caída de los precios del petróleo. Entonces, la suma de una industria petrolera mal manejada, que se había expulsado a la mayor parte del personal técnico de la industria y por lo tanto la industria estaba debilitada notablement, se suma una caída de los precios del pétrole et eso. Dépendance au pétrole, à cette gestion alambiquée de l'économie s'ajoutent les sanctions économiques prises ces dernières années par les États-Unis, car même si elles n'expliquent pas totalement le désastre de l'économie vénézuélienne, qui fait la part belle à la corruption, ces sanctions sont inefficaces, comme nous l'expliquent les maîtres de conférences en sciences politiques Thomas Posado et Yoleti Bracho. Ces sanctions internationales, elles ont plutôt eu des effets contre-productifs dans l'objectif de changement de régime. Elles ont eu des effets criminels pour la population vénézuélienne. Les leçons données par des pays riches sont souvent contre-productives et sont souvent utilisées par le pouvoir en place pour disqualifier le discours de l'opposition tout entière. À quel point aussi les sanctions rendaient difficile l'action des ONG qui essayaient d'aider la population en fait, à survivre ou à passer cette situation. En fait, les sanctions économiques sont un outil de politique internationale qui est réservé forcément aux grandes puissances et qui ont tendance à surtout faire souffrir les populations qui les subissent, plus que les gouvernements qui sont censés contraindre. Face à cet horizon de plus en plus sombre et faute d'alternative, 7 millions de Vénézuéliens prennent le chemin de l'exil. Un exil qui ne peut être totalement compris si nous n'analysons pas le tournant entrepris à la fin du règne d'Hugo Chavez et l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro. Le 5 mars 2013, Hugo Chavez décède des suites d'un cancer. Son successeur qui assurera la présidence par intérim est tout désigné. Il s'agira de Nicolás Maduro, ministre des Affaires étrangères et vice-président. Ancien chauffeur de bus et syndicaliste, Nicolás Maduro fait dès son arrivée au pouvoir l'objet d'un ensemble de critiques liées à son manque de charisme et de stature. D'autant qu'assez vite, et dans un contexte d'hyperinflation et de montée de l'insécurité, l'opposition à Nicolás Maduro devient de plus en plus forte. Ainsi, lors des élections législatives de 2014, l'opposition remporte une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Un revers majeur pour Nicolás Maduro qui va l'amener à se saisir du tribunal suprême de justice, la plus haute instance judiciaire du pays, afin de bloquer toutes les décisions prises par le Parlement. Comme dans beaucoup de régimes autoritaires, Nicolás Maduro se maintient au pouvoir par les institutions, par la force, et c'est une très grande différence avec le début des années Chavez. Chavez réussissait à prendre le pouvoir malgré les institutions, malgré le fait d'être minoritaire dans la direction de l'entreprise pétrolière publique qui apporte le maximum de ressources à l'État, malgré qu'il était minoritaire au sein de l'armée, malgré qu'il était minoritaire au sein de l'Assemblée nationale, etc., par la mobilisation de la population. Et avec la mobilisation de la population, arriver à déjouer un coup d'État, arriver à remporter des scrutins, scrutin après scrutin. Aujourd'hui, on est dans la situation exactement inverse, c'est-à-dire que Maduro se sert des institutions, se sert de l'armée, se sert du pouvoir judiciaire pour empêcher que les mobilisations populaires arrivent à leur fin. L'autoritarisme de Maduro est de plus en plus fort et de plus en plus affirmé à chaque nouvelle élection où l'opposition se retrouve muselée, comme lors de l'élection présidentielle en 2018 ou encore l'élection de cette année. À chaque échéance électorale et pour se maintenir au pouvoir, Nicolás Maduro ne va pas simplement piétiner sur le Parlement, il va aussi s'appuyer sur l'armée. Non seulement l'armée est grassement rémunérée pour sa loyauté au pouvoir, mais c'est aussi une institution particulièrement surveillée. Il y a une ONG liée à l'opposition vénézuélienne qui s'appelle Foro Penal, qui a établi des listes de prisonniers politiques. Enfin, je veux pas attester de qui est prisonnier politique, qui ne l'est pas, mais dans cette liste, la moitié de ceux que cette ONG appelle des prisonniers politiques sont des militaires. Donc, l'armée est une institution à la fois très choyée, mais aussi très surveillée et très potentiellement réprimée. Et c'est sans doute ça qui explique que malgré l'effondrement de l'économie du pays, malgré le tournant autoritaire opéré par Nicolás Maduro, on en est dans cette situation où l'armée reste pour l'instant loyale au gouvernement actuel. En plus de l'armée, Nicolás Maduro s'adonne aussi au clientélisme auprès de sa base électorale et militante. Par exemple, par le biais des comités locaux d'approvisionnement et de production, le CLAP. Créé en 2016 et en réponse aux grandes pénuries que le pays connaît, le CLAP distribue des paniers alimentaires subventionnés aux familles dans le besoin. Dans les faits, ce qu'une partie de la population et des associations constatent, c'est qu'ils sont régulièrement donnés pour contrôler la population et garantir la loyauté politique à Nicolás Maduro. Dans un pays où 80% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté, ce chantage à la nourriture est efficace. Mais la délation est aussi un autre moyen utilisé par le président Nicolás Maduro pour se maintenir. En 2022, le gouvernement a par exemple mis en place la plateforme VENAP, une application dont l'objectif initial est de permettre aux citoyens de déposer des plaintes auprès de leur gouvernement concernant les défaillances des services publics et d'autres demandes, mais qui est aujourd'hui contestée car elle permettrait dans les faits de dénoncer celles et ceux qui ne seraient pas fidèles à Nicolás Maduro.
Il y a une application qui s'appelle Ben App, donc Venezuela Application, et en fait, dont l'objectif à la base, c'était d'en faire un outil de dialogue direct entre les administrations publiques et les citoyens pour demander des réponses à des problèmes de voirie, d'illumination dans la rue. Bon, c'est différentes choses. Mais dans cette application, on a créé un onglet. L'onglet s'appelle pas délation, mais en gros c'est ça. C'est un onglet où on appelle les citoyens à dénoncer ceux qui, parmi leur voisinage, seraient des incitateurs, en fait, des gens qui agiraient contre la paix, quoi. La paix que le gouvernement est en train de promouvoir. Tout cela, la répression, la délation, mais aussi le chantage mené par la présidence de Maduro, on peut se demander quelles peuvent être les solutions. Comment la communauté internationale peut-elle réagir et surtout doit-elle réagir? Depuis sa réélection, une grande partie de la communauté internationale s'est montrée sceptique à la suite des résultats donnés par le Conseil national électoral qui n'a en réalité ni donné le décompte exact ni les procès-verbaux des bureaux de vote. Une situation qui interroge, surtout dans un moment où un certain nombre de Vénézuéliens ont déjà fui le pays et ne peuvent s'exprimer électoralement. Quoi qu'il arrive au Venezuela, la solution ne peut qu'être construite entre les Vénézuéliens au Venezuela et les différents acteurs qui soutiennent de manière ou d'une autre les différentes forces politiques à l'étranger. Ceci ne veut pas dire qu'il faut aller à l'encontre de la souveraineté vénézuélienne. C'est pas ça. C'est juste que par contre, en fait, c'est clair, par exemple, qu'aujourd'hui, les diplomaties de l'Amérique latine sont en capacité d'un dialogue avec le gouvernement Maduro, peut-être plus important que certaines forces politiques à l'intérieur du Venezuela, par exemple. De la même manière, il est aussi très clair que l'opposition, disons, traditionnelle au Venezuela, elle a toujours cherché ses appuis aux États-Unis et les États-Unis continuent du coup à être un acteur extrêmement important finalement dans le contexte vénézuélien. C'est un fait avec lequel il faut composer, quoi. Aujourd'hui, devant cette impasse économique et politique, et suite notamment à cette nouvelle crise post-électorale, il est difficile d'imaginer l'avenir du Venezuela. Il est complexe de dire ce qu'il adviendra. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je n'ai pas pu aborder évidemment tout ce qui se passe au Venezuela, tant sur le plan historique, tant sur le plan économique, tant sur le plan politique. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'espère néanmoins t'avoir donné des clés de compréhension par rapport à ce qui se déroule actuellement. Je pense que je ferai une seconde vidéo, donc pour cela, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des éléments à rajouter par rapport à ce que tu viens de voir, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que ça aidera d'autres personnes et surtout ça me permettra à moi d'avoir peut-être plus de ressources pour faire une seconde vidéo, surtout faire une mise à jour par rapport à ce qui se passe au Venezuela. D'ici là, on se retrouve pour un prochain entretien ou un prochain documentaire de ce type. À très vite.